Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce 9e webinaire du Réseau alsacien de soins palliatifs qui va traiter aujourd'hui de l'agonie. Donc, nous sommes ravis d'accueillir le docteur Véronique Legrain, qui est le médecin du Réseau alsacien de soins palliatifs et le médecin de l'Escale Saint-Vincent. Je vous souhaite un bon webinaire. Oui, alors bonjour à tous. Bon, c'est vrai que j'ai écrit dans les messages qu'on va patienter jusqu'à 14 heures, mais non, 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 on va patienter seulement jusqu'à 13 heures, donc on va démarrer. Donc voilà, on a choisi par hasard, mais c'est un hasard assez curieux, le jour des morts, le 2 novembre, pour vous parler d'agonie. Voilà, donc c'est un sujet qui est très important parce qu'on se rend bien compte que même parmi les soignants, on a des difficultés avec ce moment. Donc on vous propose donc pendant une demi-heure de parler d'agonie. Donc je vais essayer de tenir sur 20 minutes pour qu'on ait encore un petit temps d'échange. Alors j'ai vu parmi les participants qu'il y a beaucoup de monde que je connais. Donc voilà, on se laissera un petit temps sur la fin pour les échanges. Donc, dans mes objectifs, c'est de savoir repérer les signes de l'agonie et puis de pouvoir trouver des mots pour l'expliquer aux proches, mais aussi aux équipes soignantes, puisque tout le monde ne travaille pas en unité de soins palliatifs et il y a quelquefois un manque de capacité à expliquer et à comprendre ce qui est en train de se vivre. Donc, dans mon plan, on va faire une définition, évidemment, quelques représentations. Et puis, j'ai tiré ce webinaire d'un article de Véronique Blanchet qui décrit deux phases, une phase préagonique et une phase agonique que je vais vous décrire. Donc, vous voyez défiler aussi des peintures de Ferdinand Hodler, qui est un peintre suisse et qui a peint tous les jours pratiquement sa compagne, Valentine Godet d'Arel, maintenant j'ai un doute sur le nom, mais Valentine en tout cas, et il la peint tous les jours, donc c'est vrai qu'on voit ce lent mourir jusqu'à la phase agonique, hein, donc vous aurez plein de peintures de cette même femme, peint par le Suisse Ferdinand Hodler. Voilà, donc dans les définitions, agonie vient du grec agonia, qui veut dire combat, et dans la définition du Robert, ce sont les moments, les heures qui précèdent immédiatement la mort. C'est très important parce que on confond souvent la phase, les soins palliatifs avec la fin de vie et la fin de vie avec l'agonie. L'agonie, on est vraiment dans ces moments qui précèdent immédiatement la mort et c'est ça qu'il est nécessaire de pouvoir repérer. Donc, c'est la phase ultime ou terminale. C'est une question de jours, voire d'heures. Donc, c'est vrai, quelquefois, ça peut durer encore quelques jours, 2-3 jours, on va dire, mais le décès est imminent. Il y a une défaillance d'une ou plusieurs fonctions vitales. Donc, les fonctions vitales, la fonction cardio-circulatoire, la fonction respiratoire et la fonction neurologique. Et ces défaillances peuvent aussi être provoquées par un épisode aigu. Donc, on va avoir, en l'absence de réanimation, un décès. Donc ça, c'est un premier message très, très important. Il faut être au clair avec le projet. C'est-à-dire que quand on est à domicile ou quand on est dans une équipe à l'hôpital ou dans un secteur médico-social ou dans un EHPAD, il faut être au clair sur le projet puisque ce n'est pas la même action qu'on va enclencher, évidemment. Au lieu d'accompagner la personne vers le décès, on pourrait enclencher une réanimation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et on voit, et je lis aussi beaucoup dans les différentes situations cliniques qui me sont proposées dans les cours d'éthique, que ce moment, quand il n'est pas toujours clair, ça crée aussi beaucoup de souffrance, et chez les soignants, et dans la famille, sans compter ce qui se passe chez la personne qui ne pourra pas nous le raconter après. Donc, je vais vous parler de ces deux phases, pré-agonique et agonique. Mais avant, je vais juste éclaircir un petit point parce que, même si je pense que vous êtes au courant, mais on l'entend quand même, on dit agonir ou agoniser. Donc, agonir, c'est un verbe du deuxième groupe qui veut dire insulter. On agonie quelqu'un de quelque chose, des reproches, des injures. Voilà, donc ça, c'est pas notre souci, mais nous, on parle bien du verbe agoniser, qui est un verbe du premier groupe, être en train de mourir. Quelques représentations, c'est vrai que ce mot agonie, que
beaucoup n'utilisent pas pour ces raisons-là, ces représentations-là. Il y a une connotation péjorative, il y a vraiment une idée de douleur et de souffrance, mourir dans d'atroces souffrances, et c'est ça qu'on entend dans le mot agonie, ce qui donne beaucoup de malentendus. C'est un orage émotionnel, donc c'est vrai que plus on est au clair avec ce qui est en train de se passer et plus on explique à l'équipe et aux familles, moins on va partir dans tous les sens, parce qu'on peut aussi partir dans tous les sens et encore envoyer au scanner ou faire un bilan biologique ou faire des choses alors que c'est pas ça qu'on attend de ce moment. Voilà, il y a beaucoup d'incompréhension puisqu'on l'associe avec de la douleur et de la souffrance. Ben pourquoi on laisse souffrir? À quoi ça sert ce moment-là? Faites quelque chose, c'est inhumain, vous le laissez mourir de faim, de soif. Donc ça, c'est des choses qu'on entend qu'il va falloir déconstruire, en tout cas qu'il faut entendre, mais il faut répondre à ces questions-là. En amont de ces phases préagoniques et agoniques que je vais vous décrire, il y a potentiellement, si ce n'est pas un épisode aigu, mais si c'est ce lent mourir, cette lente dégradation, il va y avoir un affaiblissement progressif avec une perte d'énergie, une faiblesse de la musculature avec du coup une voix de plus en plus faible, voire inaudible, des troubles de la déglutition qu'il va falloir anticiper, puisque si vous avez tous vos traitements en péros, il va falloir anticiper s'il y a des traitements pour la douleur. Il y a une anorexie qui est physiologique, qu'il faut pouvoir expliquer aussi, puisque ça n'a rien à voir avec laisser mourir quelqu'un de faim, mais cette anorexie, elle est physiologique. Le corps n'a plus l'énergie ni de manger, ni de digérer, ni d'utiliser tous ces aliments. Donc, ça va être, on privilégie ce qu'on appelle l'alimentation plaisir. Ça, c'est aussi vraiment très important. Et l'anticipation de l'incapacité de prise orale pour les traitements, ça, je viens d'en toucher un petit mot. Donc, la phase préagonique. Donc, cette phase préagonique, c'est vrai qu'elle nécessite quand même une consultation médicale parce que vous allez voir dans les différents symptômes que je vais vous décrire, il peut y avoir des symptômes comme l'agitation qui n'ont rien à voir avec la phase préagonique et qui peuvent être un signe d'un globe urinaire, d'un fécalome ou d'angoisse ou de douleur ou de fièvre. Donc, il y a quand même une nécessité de faire le tour de la question. On sait qu'on est en phase préagonique et c'est un faisceau d'arguments, si vous voulez. Donc, on peut prévenir l'entourage du patient si on sent qu'il pourrait se passer quelque chose. C'est le moment, si on ne l'a pas fait, de discuter en équipe pour qu'on soit sûr que le projet soit clair pour tous. Donc, réanimation par réanimation, c'est évidemment plus facile quand on est en unité de soins palliatifs, ça l'est moins quand on est en EHPAD, quand on est dans un service de médecine. C'est le moment d'adapter les traitements et les soins, de voir ce qui est utile, on va le revoir. Et puis, donc, les signes qu'on peut observer correspondent à une régulation neurovégétative qui a comme visée le maintien en vie avec comme priorité physiologique l'oxygénation des organes principaux, cœur, poumon, cerveau. Donc, au niveau neurologique, on peut avoir un état de conscience variable, on peut avoir une agitation possible, donc ça, c'est vraiment un signe très important. Il faut être sûr, comme je vous l'ai dit, qu'il ne s'agit pas d'autre chose. Il peut y avoir à ce moment-là des hallucinations visuelles ou auditives. Quelquefois, les patients ou les personnes nous racontent voir des personnes décédées, des personnes qu'ils connaissent et qui sont décédées. Donc, c'est vrai que ça, c'est un signe qui nous interpelle. Au niveau respiratoire, à ce moment-là, n'oubliez pas, la priorité, c'est l'oxygénation des organes vitaux. Donc, il y a plutôt une accélération de la fréquence respiratoire. Il peut y avoir une cyanose possible pour garder l'oxygène au niveau des organes principaux et potentiellement un encombrement bronchique. Au niveau cardiovasculaire, toujours dans l'idée de l'oxygénation, une accélération du pouls, tension artérielle qui peut être variable, des marbrures, donc une vasoconstriction au niveau périphérique, et une diarrhée profuse qu'on peut voir parce qu'il y a vasoconstriction au niveau des territoires des intestins. Alors, cette phase préagonique, elle peut parfois être réversible spontanément. Donc, c'est vrai que ça rend les choses pas forcément simples puisqu'on se dit « Ah tiens, là, il est en train de se passer quelque chose, on prévient la famille et puis il y a un sursaut, un renouveau où la personne va de nouveau être
bien consciente, bien présente, même voire manger avec appétit. Donc ça, on le voit, et c'est pour ça que cette phase préagonique, quelquefois, c'est plus facile de dire après que c'était une phase préagonique que pendant. Donc évidemment, on est aussi dans des moments d'incertitude. Donc il faut pas le négliger, ce moment réversible, parce qu'il faut pouvoir l'expliquer aussi aux familles qui peuvent être, qui vous racontent, hein, oui, de toute façon, on nous a annoncé déjà 4 fois qu'il allait mourir. Bon, là, en général, quand on est vraiment dans une phase préagonique, ça ne le fait qu'une fois, mais méfions-nous, c'est pas, ce moment-là est encore très instable. Il y a des choses très, très curieuses qui peuvent se voir. Que faire dans cette phase-là, préagonique? Donc, si la personne est dans un état de conscience qui n'est pas, enfin, si elle n'est pas consciente, évidemment qu'on ne va plus pouvoir lui donner des médicaments par voie orale, ni des repas. Donc là, il faudra adapter les traitements. À ce moment-là, il ne s'agit pas de transfuser. L'oxygène, c'est si besoin, c'est à discuter pour le confort. Les antibiotiques, plutôt pas. Les perfusions, on va les ralentir, et ça, c'est aussi important. C'est un deuxième message clé, c'est que si on se dit qu'on va passer en phase agonique, plus on perfuse, plus on risque d'entraîner à la fois ces râles bronchiques qu'on a du mal après à juguler et des œdèmes. Donc, on va ralentir les perfusions au maximum. Et puis après, en fonction des symptômes que vous voyez, il y aura peut-être des corticoïdes, peut-être des anxiolytiques. La morphine, si elle est déjà en route, on ne va pas l'arrêter évidemment à ce moment-là. Donc, si besoin, si on voit des signes qui pourraient évoquer de la douleur, on va mettre en place un traitement morphinique. La scopolamine, c'est pour l'encombrement bronchique, ça, on peut l'utiliser. Les aspirations bronchiques, au mieux, on ne va pas les utiliser parce que d'abord, ce n'est pas très agréable et qu'en plus, ça peut activer aussi un encombrement, donc on ne va pas l'utiliser. Le sondage urinaire, si on a des doutes sur un globe urinaire qui pourrait être lié à l'agitation, on va sonder quand même. Prévention d'escarres, on n'en est plus là, les soins d'escarres non plus. Les soins de bouche, c'est toujours très important pour les différentes raisons qu'on a déjà vues dans un autre webinaire, mais c'est pour le confort de la personne, pour les odeurs aussi, pour la relation avec l'autre. Si la personne a la bouche très très sèche et qu'elle a déjà plus de force pour exprimer quelque chose, si en plus elle a la bouche sèche, ça va être difficile. Donc ça peut permettre encore peut-être de comprendre quelques mots, quelques phrases. Donc ça, on va le faire, c'est très important. Et les soins d'hygiène, c'est au minimum pour ne pas créer de l'inconfort. Voilà. Que dire? Qu'est-ce qu'on va dire en phase préagonique à la famille? Donc, c'est vrai que c'est un moment de grandes émotions, hein. Vous avez vraiment un déferlement d'émotions avec des émotions qui peuvent être… Alors, chez les soignants, il ne faut pas le négliger, hein, chez les soignants et la famille, mais aussi chez les soignants. Donc, c'est vraiment un moment où il faut expliquer. Il peut y avoir à la fois de la colère, parce que ça dure, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'on n'a pas de réponse à nos questions sur l'hydratation, la nutrition, sur la douleur. Donc ça, c'est vraiment important. Des inquiétudes, hein, il y a de l'incertitude. Il va y avoir quelquefois des questions qui peuvent surprendre, comme est-ce que je peux partir en vacances demain? Voilà, ce sont des questions auxquelles il faut répondre avec beaucoup de délicatesse. Ou alors, il peut y avoir un certain détachement, c'est-à-dire que finalement, la famille, les personnes de la famille ne voient plus l'intérêt de venir ou l'intérêt de passer du temps. Donc, c'est toujours dans cette extrême délicatesse de discuter avec eux de comment ils se sentent eux, ce dont ils sont capables, ce que la personne pourrait avoir besoin. Enfin, voilà, essayer de remettre de la fluidité aussi dans ce moment qui est mal perçu, mal connu finalement, puisqu'on n'a plus l'habitude de voir cette phase à ce moment-là, cette phase de préagonique à domicile, par exemple. Alors, il peut aussi y avoir des questions sur les démarches à faire pour l'après, sur le sens de ce qui se passe. Et sur la sédation, il nous arrive, nous, médecins, d'avoir des demandes de sédation à un moment où la personne est déjà inconsciente. Donc, il faut expliquer pourquoi on ne le fait pas. Voilà. Donc,
La présence, l'écoute de la famille, des soignants est très importante. Essayer de mettre des mots sur ce qui se passe et expliquer pourquoi on ne nourrit pas, pourquoi on n'hydrate pas à ce moment-là. Et que si cette famille a quelque chose à dire, à partager, elle peut le faire. Il y a quelque chose de cette étape aussi qui nous échappe. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis on arrive, si cette phase préagonique n'est pas réversible, on arrive à la phase agonique. Donc, si ce n'est pas clair, on peut aussi avoir besoin d'une consultation médicale. Là, on est dans les dernières heures de vie et c'est cette phase, elle est irréversible. Donc, au niveau neurologique, on est en présence d'un coma, de quelqu'un qui est dans le coma. Ce coma est réactif. Il y a une disparition de tous les réflexes du tronc cérébral, mais en particulier la disparition du réflexe cornéen. Au niveau respiratoire, c'est là qu'on va avoir une hypersécrétion bronchique réflexe qui peut entraîner ces râles agoniques qui sont très, très difficiles à entendre pour les familles et qui peuvent être compris comme une souffrance, mais c'est un processus qui est naturel, donc avec une hypersécrétion bronchique et quand il y a des mouvements respiratoires, et ben on entend ces sécrétions bouger dans l'arbre respiratoire et ça crée des bruits qui sont assez difficiles à entendre. C'est bien pour ça que dans les phases d'avant, il faut anticiper et baisser, diminuer les perfusions absolument pour ne pas avoir trop ces râles agoniques. Il peut y avoir des pauses respiratoires et c'est vrai que les familles, quand elles sont présentes auprès de leurs proches, la respiration est très communicative, on va dire, ce qui fait que ça peut être aussi épuisant pour la famille d'être suspendu à ces moments de pause. Et donc, c'est important d'aller les voir régulièrement pour peut-être aussi leur permettre de respirer, d'aller faire un petit tour dehors, de discuter avec vous dans une autre pièce ou auprès de la personne, mais d'être dans une autre respiration parce que c'est éprouvant. Voilà. Ou une respiration irrégulière, ça on l'a vu. Et puis les gaspes, ce sont les derniers moments respiratoires. Donc je voulais juste faire un petit focus sur la définition des râles bronchiques et la définition des gaspes parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Les râles, c'est donc cette respiration bruyante qui est produite par la turbulence de l'air qui passe à travers des sécrétions qui sont accumulées dans l'oropharynx et l'arbre bronchique. Voilà. Cette personne est incapable d'éliminer ces sécrétions à ce moment-là par la toux ou la déglutition. Et les gaspes, ce sont des mouvements respiratoires qui sont agoniques. On est vraiment là, dans le bout du bout. Ils sont inefficaces, ils sont lents, ils sont potentiellement bruyants et anarchiques, et ça précède le moment de la mort. Voilà. Donc les râles, ça peut durer un peu plus longtemps. Les gaspes, c'est les derniers moments. C'est un peu comme un poisson qu'on sort de l'eau. Donc c'est des espèces de grands mouvements respiratoires, mais il n'y a pas de respiration. Donc on a vu au niveau respiratoire, on a vu au niveau neurologique. Ici, au niveau cardiovasculaire, on a un ralentissement de la fréquence cardiaque, une tension qui peut être une tension artérielle basse ou imprenable. Effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt à suivre la saturation, la tension artérielle, la fréquence cardiaque. Je vous le dis juste si on le cherche, mais il ne faut pas le surveiller parce qu'il faut pas, c'est pas sur ces paramètres-là qu'il faut se focaliser, sur une saturation qui baisse, mais plutôt sur notre qualité de présence. C'est sur ça qu'il faut se focaliser et pas sur des paramètres chiffrés. Voilà. Toujours donc, cette présence et cette écoute et toujours dans cette délicatesse, puisqu'il y a des familles qui ne sont pas en capacité d'être présents à ce moment-là pour des raisons qui sont personnelles et il faut leur donner l'espace pour pouvoir exprimer ce dont ils ont besoin à ce moment-là. Alors, que faire? Donc, on a la colonne de la phase préagonique qu'on vient de voir. Dans la phase agonique, évidemment, on est devant une personne qui est dans le coma, donc évidemment, rien par voie orale, pas de transfusion à ce moment-là, évidemment. L'oxygène est inutile de l'initier à ce moment-là, mais s'il est présent, effectivement, on ne va pas forcément l'arrêter parce que ça peut quelquefois être mal perçu par les familles quand elles sont présentes. On ne va pas mettre en place d'antibiotiques. On ne va pas initier une perfusion s'il n'y en avait pas
Et si on avait, on va les ralentir au maximum. Et après, tout le reste des traitements sont inutiles. Alors évidemment, la morphine, encore une fois, c'est comme dans la phase préagonique, si elle est en place, on ne va pas l'arrêter parce que on n'est pas encore sûr complètement de cette bascule, donc on va la poursuivre jusqu'au bout. La scopolamine, c'est pour traiter les râles bronchiques, donc on va les laisser, même si l'effet n'est pas toujours magique. Les aspirations bronchiques, non. C'est plus à ce moment-là, quand la personne est dans le coma, qu'on fera un sondage urinaire. Et dans tout ce qui est pour le reste, prévention d'escarres, soins d'escarres, on ne va plus le faire non plus. Les soins de bouche, c'est seulement s'il y a une odeur forte et pour la famille. Mais en tout cas, la personne, à ce moment-là, dans le coma, n'a plus de perception de ce qu'on pourrait appeler le confort ou la douleur. Voilà. Soins d'hygiène, c'est au minimum, évidemment, que s'il y a eu des diarrhées juste avant, dans la phase préagonique, qu'on a enchaîné, qu'on n'a pas eu le temps de faire la toilette, on va le faire à ce moment-là, bien sûr. Voilà, je vous ai remis une petite liste de signes cliniques annonciateurs du décès que vous pouvez voir dans la littérature comme les SCAD, donc une liste avec l'oligoanurie qui participe, je ne l'ai pas dit dans les signes avant, mais de la vasoconstriction, donc une diminution de la diurèse, les râles agoniques on l'a vu, les mouvements mandibulaires qu'on ne voit pas forcément, c'est aussi les gens qui attrapent le drap ou qui cherchent quelque chose, comme ça on peut le voir aussi. La cyanose périphérique, marbrure des genoux. La respiration de Cheyne-Stokes, c'est cette respiration irrégulière qui s'accélère et après qui ralentit, qui s'arrête, et qui reprend, et qui s'accélère, qui ralentit et qui s'arrête. L'abolition du pouls radial, toujours par l'histoire de la vasoconstriction. L'abolition du réflexe photomoteur, un autre des réflexes du tronc cérébral. Des gémissements expiratoires, encore un autre signe de la respiration. Des troubles de la vigilance, on l'a vu, refroidissement des extrémités, l'agitation, les pauses respiratoires, l'abolition du réflexe cornéen. Donc là, ils sont plus mis en paquet, si vous voulez, et moins phase préagonique, phase agonique. Mais voilà, tout ça peut vous donner des signes annonciateurs du décès. Dans mes messages clés, là j'ai fait un peu simple, mais effectivement c'est parler, expliquer et surtout écouter ce qui se dit dans les familles ou dans les équipes pour pouvoir rectifier, pour pouvoir avancer. Et ça c'est vraiment très important parce que n'oubliez pas qu'il y a cet orage émotionnel qui est très communicant, très communicatif. Je vous ai mis en biblio donc l'article de Véronique Blanchet sur quelle conduite à tenir en phase terminale. D'ailleurs, je vois que j'en oublie un en fait. Et il y en a un autre donc qui raconte de Bernard Sardin qui raconte la mort de Valentine Godet-Darel, donc qui est peinte par Ferdinand Hodler et qui peut être utilisé comme pédagogie de la fin de vie, comme un photolangage si vous voulez. Je vous invite à regarder cette vidéo sur YouTube qui parle du Bardo-Tödel, qui est les phases décrites, c'est le livre des morts tibétains, donc c'est un autre regard sur la mort, c'est un philosophe qui parle, et c'est très intéressant et parce qu'il décrit alors, des choses qui ne sont pas dans notre culture, mais différents niveaux de conscience. Et ça peut peut-être vous aider, si ça vous parle, à parler aux familles et qui, moi, m'interpelle dans cette idée de ce qui est en train de se... Alors, le livre des morts tibétains, c'est assez vieux, évidemment, mais il se passe des choses là qui nous échappent. Et c'est vrai que comme il y a potentiellement des demandes d'abréger cette phase-là parce qu'on n'en comprend pas le sens, ben c'est peut-être aussi vous redire, leur redire qu'il y a quelque chose qui nous échappe et pourtant qui est peut-être un autre travail sur d'autres domaines de la conscience. Et voilà, comme on n'est pas tout à fait au point sur cette histoire de la conscience, peut-être ça peut permettre aux gens d'accepter plus facilement ce moment-là. Bon, après, à chacun de trouver ses mots, c'est un moment de délicatesse. Voilà. Et puis, je vous ai mis un autre article sur l'agonie dans la Revue internationale de soins palliatifs. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis... si vous voulez échanger sur ce moment, n'hésitez pas à prendre la parole.
Est-ce que quelqu'un veut parler peut-être de son expérience? C'est vrai que c'est une perception aussi, hein, et donc quelquefois dans l'équipe, il y a des personnes qui sentent venir le décès, et puis tout le monde ne le perçoit pas au même moment. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant d'être attentif à ce qui est perçu dans les équipes. Est-ce que quelqu'un veut échanger sur son expérience? Ne laissez pas toute seule. D'accord. Bon. N'hésitez pas à lever la main pour que je puisse activer votre caméra et vous donner la parole si vous voulez intervenir. Est-ce que ça vous parle, ce que j'ai pu décrire? Il y a quelqu'un qui lève la main. C'est Adeline. Tu peux y aller? Oui. Tu peux parler, Adeline? Oui, je ne sais pas si on m'entend. Oui, moi je t'entends. Oui. Par rapport à tous les éléments là que tu viens de présenter, c'est vrai que me revient quand même à l'esprit, je pense, quelque chose qui arrive très souvent à tous les soignants qui sont présents aujourd'hui. C'est cette question de la famille ou de l'aidant principal qui est au chevet de la personne qui est en train de mourir 24 heures sur 24 et qui va s'absenter quelques instants parce que il va aller boire un café ou aller faire un brin de toilette, et c'est à ce moment-là que survient malheureusement le décès de la personne. Et quels sont les mots, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme explication à cette personne qu'on a laissé s'échapper quelques secondes de la chambre. Moi, je pense que, alors évidemment, il n'y a pas une science exacte à ce moment-là, mais je pense qu'il faut surtout déculpabiliser et revenir à ce moment d'incertitude et à ce quelque chose qui nous échappe et qui appartient à la personne qui est à ce moment-là dans le lit, qui est dans l'agonie. Et voilà. Après, moi, je ne m'invente pas tellement d'histoires, je cherche pas. Je pense que les familles, ils vont se raconter des histoires toutes seules. Ce qui est important, c'est d'entendre les mots négatifs, c'est-à-dire la culpabilité. Et c'est ça qu'il faut déconstruire. C'est ça qu'il faut déconstruire pour que le deuil soit plus facile. Voilà. Mais de rendre peut-être, de remettre l'incertitude au cœur de ce sujet et en tout cas de rassurer les gens parce qu'ils ont été présents, parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient fait. Moi, j'insiste plus sur les aspects positifs de tout ce qu'ils ont fait plutôt que de ce moment-là où ils n'étaient pas, parce que ça arrive effectivement très souvent, hein, que le temps d'aller aux toilettes, le temps de prendre sa douche, le temps d'aller boire un café, et puis la personne décède à ce moment-là, alors que la famille était présente les 24 dernières heures sans. Voilà. Donc, c'est ce qui nous échappe. C'est ça, c'est ce qui nous échappe. Merci. Alors, une publication, me dit Dominique Bertrand, sur la présence de la famille au dernier souffle du malade en USP, fantasme et réalité, étude de 600 décès consécutifs. Moi, ça m'intéresse, Dominique, si vous voulez bien me l'envoyer. Je veux bien. Je veux bien parce que j'avais encore recherché un peu de la documentation pour préparer ce webinaire. Et je ne suis pas tombée dessus sur celui-là. Je veux bien, ça m'intéresse. Ouais. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres articles, d'ailleurs, on est toujours preneur pour… voilà, vous avez l'adresse mail du réseau, donc vous pouvez envoyer là ou demander les articles que moi j'ai mis, hein, que j'ai. Voilà. Merci Christine, à bientôt. Voilà, une dernière question, on a encore une minute. Donc, une dernière question, si vous voulez. Oui, bonjour Véronique, c'est Mélène. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend très bien.
Je te remercie déjà pour cette présentation qui était très claire et qui effectivement fait le lien avec ce qu'on a peut-être expérimenté, vu, observé, sans forcément avoir eu des apports plus théoriques. Je me souviens qu'on était intervenu auprès des étudiants en soins infirmiers et ça les avait marqués parce que je pense que ce que tu as décrit là fait encore appel à une certaine part peut-être de mystère, y compris chez les professionnels. Et c'est pas vraiment une question, mais plutôt une réflexion. Quand tu parlais des questions éthiques, et c'est vrai que de mon souvenir, ces phases, quand elles ont peut-être été mal repérées, étaient à l'origine d'une certaine forme de culpabilité. Est-ce qu'on aurait dû faire quelque chose? Est-ce qu'on a loupé quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas vu? Oui, effectivement, et c'est pour ça, enfin, moi j'avais proposé justement de faire ce webinaire sur l'agonie suite à un décès dans la structure médico-sociale où je travaille, où c'est pas l'habitude qu'il y ait un décès, mais cet accompagnement-là, on l'avait proposé, et en fait, je me suis rendu compte que certains dans l'équipe étaient, avaient été, enfin, ça avait été très dur pour eux, et donc je pense qu'à ce moment-là, c'est très très important de faire un débrief derrière. À domicile, pareil. C'est important de pouvoir avoir quelques mots parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui tournent autour de ça et qui peuvent mal débuter cette phase de deuil qui va suivre. Donc, c'est important. C'est important de reparler et quelquefois ouais, d'aller revoir. Alors, c'est vrai que certaines USP envoient des cartes aux familles des gens qui sont décédés. Donc, ça peut permettre de retendre la main s'il y a quelque chose à dire encore. Merci. Merci, Mélène. Oui, je vois qu'il y a un long message aussi de Johanna Hilton-Brandt sur un accompagnement à domicile. Mais effectivement, je pense que d'avoir des mots encore derrière, c'est important. Voilà, on va vous quitter. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis bon après-midi à vous.